Smart at Work vous est présenté en partenariat avec Manutan. Bonjour à tous, bienvenue dans Smart at Work, votre émission mensuelle autour du concept du bien travailler. Alors ce mois-ci, je vous propose de nous arrêter sur ce concept de Future of Work. À quoi vont ressembler nos bureaux, notre travail demain? Quel avenir pour nos bureaux également, à un moment où le télétravail semble devenir une norme? Que peuvent faire les entreprises pour convaincre les salariés de revenir au bureau? Comment réconcilier finalement les attentes des collaborateurs et celles des employeurs? Autant de questions auxquelles on va tenter de répondre aujourd'hui avec mes invités dans Smart at Work. Et pour commencer cette émission, je suis avec Marie Vaillant. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la fondatrice de Yemanja, c'est un cabinet d'architectes qui travaille justement sur la conception de nos futurs espaces de travail. Alors c'est vrai qu'on est 1 an et demi à peu près après le début de la crise. Au début, on entendait beaucoup, on sera tous éternellement en télétravail, c'est la fin des grands complexes de bureaux. Évidemment, la réalité aujourd'hui, 1 an et demi après, elle est un peu plus compliquée que ça. Est-ce qu'on peut quand même avoir quelques tendances aujourd'hui, quelque chose dont on serait à peu près sûr pour l'avenir de nos bureaux ? Oui, je pense que toutes les entreprises ont pu mener une réflexion autour de quelle quantité de télétravail, quelle envie des équipes et des managers d'avoir les personnes au bureau, et que ça s'est clarifié. Et la tendance, elle est forcément très hybride. Donc du télétravail dans toutes les entreprises, sauf ceux qui ont que des métiers sur lesquels il faut intervenir physiquement. Des métiers de production plutôt. Oui, voilà. Et donc, mais sinon, du télétravail pour tout le monde. Et ce qui va varier selon les entreprises, c'est la quantité. Et des bureaux quand même pour toutes les entreprises, sauf quelques exceptions qui sont en full remote. Ça existe, mais c'est quand même pas la norme. C'est plus facile d'être en full remote quand on a des petites équipes aussi que quand on est... Plusieurs milliers, non ? Il y a quelques entreprises assez emblématiques, mais qui sont full tech. Ouais, voilà, et donc qui sont très à l'aise avec la collaboration à distance sur des outils informatiques. Et puis, ça dépend beaucoup du style de management de chaque entreprise. Donc, il y a des managers qui vont avoir beaucoup de facilité à échanger avec une équipe à distance, et il y en a qui vont préférer la relation à la machine à café, qui est assez irremplaçable à distance. Et alors, ça suppose quand même qu'on redéfinisse complètement ce qu'on fait au bureau et pourquoi on y vient. Oui. D'abord, si vous venez au bureau et qu'il y a ne serait-ce qu'un tiers de l'équipe qui n'est pas là, et que donc il y a un tiers des postes inoccupés, ça va donner quand même une impression un peu étrange d'être dans un lieu pas complètement vivant. Donc déjà, pour que l'endroit soit agréable, il doit nécessairement être repensé. Et puis quand vous venez au bureau, il faut que ce soit très utile pour collaborer. Si vous avez besoin de travailler tout seul, vous pouvez rester chez vous, sauf si vos conditions à votre domicile ne le permettent pas. Mais globalement, si vous venez au bureau, c'est pour travailler avec vos collègues. Vos collègues vont peut-être être pour certains à distance. Donc dans ce cas, il faut aussi pouvoir travailler et avec ceux qui sont là et avec ceux qui sont à distance. Donc oui, ça nécessite presque partout des réorganisations à minima. Et ça veut dire que la relation devient plus importante aussi au cœur de l'espace de travail ? Oui, c'est-à-dire vraiment de travailler sur des espaces collaboratifs. C'est-à-dire au-delà de la salle de réunion, vraiment un endroit où on peut co-créer, où on peut échanger très facilement avec un collègue, puis un autre, de faire une réunion à 2, à 3, à 10, de faire des choses qui sont modulables et qui vont favoriser la rencontre. Il faut que quand vous venez au bureau, vous preniez un shoot de culture de l'entreprise et plein d'échanges avec vos collègues. En fait, on vient y chercher plus l'énergie des autres que finalement un poste de travail. Oui, alors ça, c'est ce que moi je pense. Encore une fois, ça dépend vraiment du projet de chaque entreprise. Il y a aussi quand même un sujet d'ergonomie. Parfois, chez soi, on n'a pas les bons outils ou la bonne chaise. Donc, il faut aussi que le bureau soit quand même un lieu confortable, qui reste accueillant. Il ne faut pas que vous soyez non plus dans une gare et que ce soit épuisant. Donc, ça va vraiment dépendre des populations, des métiers et des types de management. Mais globalement, oui, bien sûr, on vient surtout collaborer quand on vient au bureau maintenant. Et quand vous repensez des espaces de travail, vous travaillez avec qui ? Alors avec les managers pour savoir comment ils managent et comment vous adaptez les espaces ? Oui, ce sont des projets avant tout humains.
Donc nous, ce qu'on préfère, c'est de pouvoir travailler avec les ressources humaines. On aime beaucoup les services généraux, on a énormément besoin d'eux, mais c'est vrai que ce sont des projets humains. Et en général, c'est pour ça que maintenant on peut en parler, parce que comme vous avez dit, ça fait 1 an et demi. Donc les DRH ont établi des politiques, les managers en ont discuté, et les équipes sont prêtes à mettre en œuvre ce qui a été décidé sur le plan humain. Donc on travaille avec les ressources humaines et après, oui, avec les managers. Et on fait aussi des ateliers avec les équipes parce que ça peut être très stressant pour les équipes de ne plus avoir de poste attitré. Ça se développe. De venir parfois au bureau, parfois pas. D'avoir peur de venir au bureau et de ne pas avoir de place s'il y a eu une réduction du nombre de postes. Donc, il faut vraiment que tout le monde puisse s'approprier le projet pour avoir envie de revenir au bureau. Parce que c'est aussi la tendance, c'est que toutes les personnes qui nous appellent nous disent quasiment en première phrase « J'ai besoin que les personnes reviennent au bureau. J'ai envie qu'ils reviennent au bureau. J'ai envie qu'ils aient envie de revenir au bureau. » Ah, c'est un gros défi alors. Merci Marie, vous restez avec nous. On va poursuivre cette discussion avec 2 autres invités dans un instant. Et on poursuit cette discussion autour du concept de Future of Work avec donc toujours Marie Vaillant qui est la fondatrice de Yemanja, Caroline Aquet, bonjour. Bonjour. Vous êtes DRH du groupe Manutan et partenaire de cette émission. Et Kevin Bourgeois, bonjour. Bonjour. Vous êtes cofondateur de Supermood. Alors Supermood, c'est une solution de monitoring qui permet de savoir un peu la qualité de vie au travail, de faire des remontées des collaborateurs. Moi, j'aimerais qu'on commence par vous. Dans quel état d'esprit ils sont aujourd'hui les collaborateurs? Est-ce qu'ils ont envie? Parce que Marie disait, c'est la grosse question du moment, comment je leur donne envie de revenir au bureau? En fait, ils n'ont pas envie. Alors là, ils sont en vacances. Déjà, encore donc, pour la plupart. Est-ce qu'ils ont envie? Oui, plutôt plus que l'an dernier, en tout cas. Et donc, on a constaté l'an dernier que le confinement a créé un engagement très, très fort au début, puisqu'il y avait cette réaction à une crise, une entreprise qui écoutait beaucoup en fait, ses salariés, qui ne savaient pas comment réagir, mais qui faisait son maximum. Et ensuite, à partir du déconfinement, beaucoup plus de flou, manque de communication, de certitude, etc. Et donc, on a eu quand même un engagement qui s'est délité de environ juin 2020 jusqu'à janvier 2021. Et là, depuis, on pense que c'est une nouvelle phase. Donc, l'engagement remonte et les collaborateurs sont plutôt à même de retourner bosser, même s'il reste, en termes de clarté sur le futur, pas mal d'interrogations. Ouais. J'imagine, vous, Caroline, qui êtes justement au contact de vos salariés chez Manutan, quelles sont leurs envies et est-ce qu'elles coïncident vraiment avec, c'est vrai, peut-être le groupe de direction, parce que c'est vrai qu'on entend beaucoup les directions dire il faut que les employés reviennent au bureau. Est-ce que les collaborateurs sont alignés là-dessus? Je pense que chez Manutan, oui. Peut-être pour 2 raisons, c'est qu'il faut aussi se poser la question du climat social aussi dans l'entreprise et de la culture de l'entreprise. Et donc, quand finalement les choses se passaient bien, les gens ont peut-être plus spontanément envie de retourner dans leur cadre de travail qui était un cadre social. Enfin, il faut bien revenir sur ce que c'est qu'une entreprise. L'entreprise, c'est une aventure sociale, c'est des gens. Donc, je pense que la majorité des collaborateurs le vivent comme ça. Je pense que le souci aussi qu'on peut avoir, c'est pour certains collaborateurs et dans certaines entreprises, c'est s'il y avait des sujets qui n'étaient pas réglés avant, qui ont été un peu mis sous cloche pendant le confinement. Et là, il y a peut-être une opportunité de ne pas se retrouver dans une équipe où on n'est pas à l'aise, etc. Donc forcément, on a moins envie de revenir. Ouais. Donc il ne faut pas se tromper aussi sur la lecture. Ce n'est pas forcément que de la lecture sanitaire ou de la lecture d'air du temps. Il y a aussi peut-être des sujets qui n'avaient pas été complètement identifiés. Donc c'est vrai que pour revenir à Manutan, aujourd'hui, il y a une vraie envie de revenir parce que c'est une entreprise qui a vraiment construit son corps social et qui en est très fière. C'est une entreprise qui ne s'est jamais arrêtée aussi, puisque quand vous avez une partie logistique, en fait, l'entreprise, nous, on n'a pas fait partie de ces gens où il ne s'est rien passé. On avait toutes les équipes de log qui étaient là, les managers qui étaient là, et donc ça donnait un fonctionnement hybride avec un 100% télétravail sur les équipes un peu support et puis la logistique en télétravail, on n'a pas trouvé encore. Justement, comment on fait pour garder de la cohérence au sein d'une entreprise, Marie Vaillant, quand on a comme ça des services qui, évidemment, peuvent télétravailler et d'autres qui sont à la production et qui ne peuvent pas? Est-ce qu'il faut aussi redessiner les entrepôts pour finalement que tout le monde soit un peu sur un pied d'égalité et qu'ils ne se sentent pas un peu exclus de ces nouveaux bureaux super design? Oui, alors c'est quand même beaucoup une question, je pense, pour les RH, c'est-à-dire qu'on n'ait pas l'impression qu'il y ait une équipe qui soit
avantagée parce qu'elle peut télétravailler, ou au contraire une équipe qui est avantagée parce qu'elle a le droit de sortir de chez elle quand les autres n'ont pas le droit. Donc ça, je pense que c'est beaucoup de la communication et un travail des ressources humaines. Et sinon, oui, nous, on pense qu'il y a de quoi faire sûrement dans les espaces logistiques, les usines, les entrepôts, et que le bien-être dans les bureaux a vraiment énormément évolué ces dernières années. Il n'y a pas une entreprise, je pense, qui conçoit des bureaux sans faire attention au bien-être. Je ne suis pas sûre que dans les usines, ça a encore vraiment progressé, mais oui, il y a des choses à faire. Mais le plus important, je pense, ça va être le management, la communication qui est faite vis-à-vis des équipes. Donc ça ne va pas être tellement dans les mains de l'aménageur du bureau. Oui, ce serait un peu simple, je pense, d'imaginer que uniquement en rajoutant une table et 2 chaises, ça va bien se passer. Donc oui, c'est vrai que la tentation, je pense qu'il y a 2 tentations dont il faut se méfier, c'est de se dire on va vite régler nos histoires de télétravail et puis hop, on repart comme avant et on fait comme si c'était rien passé, parce qu'on a peut-être cette tentation d'une sécurité, de quelque chose qui est clair, qui est ancré, comme ça, enfin, on peut se remettre au travail. Comment est-ce qu'on gère l'hybride ? Parce qu'effectivement, une fois qu'on a dit hybride, ok, très bien, mais si j'ai un collaborateur qui veut faire du full télétravail, l'autre qui n'en veut pas du tout, et le troisième qui veut au milieu, comment on fait ? Alors, c'est vrai que la notion d'hybride, elle est compliquée, puisque finalement, quand on était tous confinés, c'était assez simple. Parce que tout le monde avait les mêmes règles. Et on aime bien quand tout le monde a les mêmes règles. L'hybride, on l'a vu justement lors du premier retour, quand on n'avait pas vraiment réfléchi, qu'on était sur des jauges qui n'arrêtaient pas de bouger, 20%, machin, donc il y en avait certains qui étaient là, d'autres qui n'étaient pas là. On n'était pas équipés. Donc la question de l'outil informatique et de la capacité à le mettre en place rapidement, c'est des salles de réunion. Ça, c'est, je pense, des choses sur lesquelles vous travaillez. Parce que si vous n'avez pas des salles de réunion qui sont entre guillemets Teams friendly ou Zoom friendly, vous êtes avec votre ordi, il y a quelqu'un qui est en ligne, vous discutez, et en fait celui qui est en ligne, on l'entend plus, on l'écoute plus, il dit ah mais je comprends pas. Enfin bon, quand il y a plusieurs conversations croisées aussi dans une réunion, ça devient l'enfer. C'est extrêmement désagréable et ça, on voit que ça ne fonctionne pas. Donc quand c'est pour 2 mois, fine, mais si on se dit que c'est vraiment vers ça qu'on va devoir aller, là il y a un travail en effet un peu technologique à faire, mais aussi un travail de management pour dire mais comment je manage mon équipe et avec des choix à faire et des choix qui vont pas pouvoir se faire au niveau de l'entreprise. Je pense que là, un des sujets, c'est d'admettre qu'on va devoir rentrer dans les équipes. C'est OK, on fait son accord de télétravail, il est pour l'entreprise, etc. Il est collectif. En France, on aime bien avoir des choses qui sont pour tout le monde, la passion de l'égalité. Mais il faut admettre qu'en fonction des équipes, en fonction du manager, le rythme, l'organisation peut être différente. J'ai l'impression que ce sujet, par contre, a été à présent bien clarifié dans beaucoup d'équipes. C'est-à-dire que autant, je suis tout à fait d'accord qu'au sorti du confinement, c'était flou et difficile, autant maintenant, en tout cas les gens qui nous contactent, mais c'est peut-être justement, ils sont arrivés à maturité, ils nous contactent, on sent que ça a été discuté et justement, qui vient quand, pourquoi, comment, ça a été clarifié. Alors Kevin, vous dites que c'est pas si clair que ça. Non, c'est pas si clair que ça. En fait, ça a été discuté, etc. Mais ça l'est plus. Et c'est le problème. J'en parlais avant l'émission. Dans nos stats, on s'est rendu compte qu'il y avait 70% des collaborateurs qui pouvaient parler, enfin qui se sentaient capables de parler avec leur manager de ces contraintes de télétravail, etc. Ça, c'était au premier confinement. 1 an après, ça tombe à 35%. Donc en fait, là, ça y est, les entreprises ont justement statutairement dit c'est 3 jours de télétravail et puis basta. Et en fait, le dialogue s'est un peu arrêté là. Et c'est ça qui est assez intéressant, c'est qu'il faut rentrer justement dans les équipes, c'est ce que disait Caroline, puisque une règle absolue pour toute l'entreprise ne marche pas. En fait, il y a des contraintes de lieu, il y a des contraintes de temps aussi, les horaires, etc. Et donc, par exemple, une contrainte de souplesse d'horaire est complètement indépendante de l'endroit physique. Oui. Voilà. Et donc, il y a des entreprises qui ont pris des mesures temporaires, par exemple la flexibilité des horaires, notamment pour les femmes qui ont été reléguées pas mal à leur rôle de mère pendant les confinements, et ça s'arrête. Donc, en fait, on finit le confinement et ça y est, on réinstitue. Ou au contraire, sur des contraintes de lieu, on va laisser le télétravail pour tout le monde, n'importe où, n'importe quand, mais finalement, ça ne plaît pas à certains managers ou à certaines équipes, même qui perdent ce lien social. Et donc, il faut avoir une certaine granularité, une écoute qui est granulaire, mais aussi un moyen d'action qui est granulaire. Et ce qui est dans la main des RH, ce qui est managérial,
et ce qui est un bon casse-tête, d'ailleurs, managérialement. Est-ce que vous avez le sentiment finalement que les collaborateurs peuvent prendre le retour au bureau comme une certaine privation de liberté? J'étais libre de faire du télétravail à 100%. Ouais. Et aujourd'hui, finalement, je retrouve mes contraintes d'avant. Alors, il y a des stats là-dessus, Ouais. alors qui viennent pas de Supermood. Aux États-Unis, vous avez 40% des travailleurs CSP+, l'équivalent de CSP+, en France, qui sont prêts à démissionner carrément de leur job si leur entreprise ne propose pas une forme de télétravail hybride. Donc, c'est énorme, quoi. On est sur un tiers de la population. Oui. Voilà. En France, c'est moins, d'après ce que nous on voit. C'est compliqué à voir entre le discours et la réalité des actes. Juste avant, vous avez plein d'exemples. Par exemple, Fujitsu, qui, avant la crise, 2 mois avant, avait fait une enquête sur les bureaux. Ouais. Et vous aviez 74% des gens qui préféraient le bureau, qui adoraient le bureau. 1 mois après, même enquête, vous aviez 50% des gens qui voulaient faire de l'hybride et 30% qui ne voulaient faire que du télétravail. Donc, en fait, il y a eu un changement de paradigme par l'expérience, par le terrain, qui était très fort. Et donc, là, je vous sors des stats. On va voir, je pense, dans 2-3 mois, ce que ça va donner. Et il y a 2 choses. Il y a le retour au bureau, mais il y a, ce qu'évoquait Caroline aussi, le retour au travail. C'est-à-dire que les gens qui n'ont pas travaillé pendant 1 an et demi, ouais. Comment je m'y retrouve, voilà. Et du coup, ça devient hyper complexe pour le manager qui déjà doit, organiser son équipe entre ceux qui sont là et ceux qui ne sont pas là. On parlait tout à l'heure de l'importance finalement de l'informel avec la machine à café, des espaces plus collaboratifs. Ça veut dire qu'il faut encourager ça d'un point de vue managérial, alors que d'habitude on est plutôt en train de surveiller s'ils sont bien derrière leur ordinateur et pas trop en train de passer du temps à la machine à café. Comment est-ce qu'on fait quand on est manager pour appréhender l'ensemble de ces nouvelles règles et de ces nouveaux enjeux? C'est pour ça que je pense qu'il est hyper important de prendre un pas de recul en fait par rapport à ce qui est en train de se passer et pas rentrer directement dans la solution un peu toute faite ou en se disant on a dealé sur les jours de télétravail, donc maintenant le plus dur est fait, on s'y remet. Parce que ça va être plus compliqué que ça. Et c'est pas que... alors, à la fois, il y a des détails qui vont être des irritants. Pour vous donner un exemple très précis, c'est le choix des jours de télétravail. Si vous... aujourd'hui, vous bougez dans une entreprise à la Défense ou dans des grands groupes et vous arrivez le lundi ou le vendredi, il n'y a personne. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que c'est des jours où l'entreprise dit OK, le lundi, le vendredi, il n'y a personne? Ou est-ce qu'on dit non, il faut qu'on répartisse les gens. Donc, il y en a certains, ils seront là lundi et d'autres qui sont là vendredi. Comment vous choisissez dans votre équipe? Est-ce qu'on fait des tours? Voilà. Est-ce qu'on fait des tours? Alors, j'ai vu qu'il y avait des gens qui essayaient vraiment de faire quelque chose de très sophistiqué en donnant des nombres de vendredis autorisés. Donc, vous voyez l'usine à gaz en fait qu'on est en train de monter, alors qu'en fait finalement le grand enseignement de toute cette période difficile, ça a été le lâcher prise, l'autonomie, la capacité des gens à s'organiser par eux-mêmes. Donc il faut faire super attention parce qu'on a eu ce moment un espèce un peu d'Éden managérial où certains, parce qu'ils n'ont pas eu le choix, ils se sont retrouvés à vraiment devoir ouvrir leur chakra et à être très très lâcher prise. Et si finalement l'entreprise répond en rajoutant des règles extrêmement complexes, on va rater le coche en fait. C'est pas ça le rendez-vous entre guillemets avec l'histoire. Alors, petit H, mais l'histoire managériale qui est celle qu'on est en train de vivre en ce moment. Et le deuxième écueil, c'est d'imaginer que c'est réglé. C'est-à-dire que là, ce qu'on va convenir maintenant, ça va tenir pendant... je sais pas, voilà. Et il faut garder cette idée d'agilité et il faut s'y remettre si jamais on voit que ça ne marche pas. Oui, alors effectivement, agilité, mais quand on construit des bureaux ou quand on les pense ou quand on les aménage, c'est pas pour juste les prochains 18 mois. Comment on fait, Marie? Oui, mais je pense qu'un des enseignements, effectivement, de la crise qui a été traversée, ça a été que les managers arrivent à faire confiance à leurs équipes, comme ça vient d'être dit. Et donc, de toute façon, on va vers des bureaux dans lesquels les collaborateurs vont être plus libres de bouger, de s'installer où ils ont envie. Et moi, je pense même qu'ils peuvent y être encouragés pour justement multiplier les rencontres, multiplier les échanges quand on vient au bureau. Et donc, ça veut dire par essence quand même quelque chose d'assez modulaire. Donc, si on va dans la forme la plus aboutie, donc celle du flex office, donc où les collaborateurs n'ont plus de poste attitré, c'est pas toujours possible, c'est pas toujours souhaitable, c'est pas
toujours souhaité. Mais une fois que vous êtes en flex office, ça offre quand même énormément de possibilités d'évolution dans le futur. Et l'idée, c'est de faire un bureau qui soit pas forcément plus petit ou plus efficace, mais qui soit différent, et que le jour où tout le monde a envie de venir pour une journée particulière, on va co-créer quelque chose, ce soit possible. Mais le jour aussi où c'est seulement quelques personnes qui viennent travailler au calme, c'est possible aussi. Donc, je pense que les aménagements qui sont faits sont quand même assez modulables, j'espère, pour accueillir les changements à venir dans le rythme de travail ou la manière dont les équipes vont collaborer. Il faut intégrer la visio dans les espaces de travail au bureau aussi. Beaucoup de... Oui, ce qui a été dit, beaucoup d'hybrides. Alors, évidemment, l'exemple de la salle de réunion, il est évident. C'est-à-dire que si vous faites une réunion, il faut que ça puisse accueillir des personnes qui sont restées en télétravail à ce moment-là. Dans l'espace de travail en tant que tel, je ne sais pas, c'est peut-être plus compliqué, mais aujourd'hui, on est quand même très connectés dans beaucoup d'entreprises, je pense, par des messageries qui vous permettent d'échanger énormément avec vos collègues, même s'ils ne sont pas assis à côté de vous. Est-ce que tout ça est valable quelle que soit la taille d'entreprise, Kevin Bourgeois? Est-ce que c'est valable pour les startups, les grands groupes, mais aussi la PME du coin? Non, et je pense qu'en fait, il faut parler de granularité. Là, on s'attache, mais c'est toujours le cas, sur le CSP+, qui travaille sur son ordinateur toute la journée et qui habite en région parisienne. Non, il y a une pluralité de métiers qui est très forte. Ne serait-ce que le télétravail, pendant le deuxième confinement, ça a finalement touché, je pense, 40% de la population, pas plus. En fait, il y avait une majorité de la population qui n'était pas en télétravail. Pourtant, c'est au cœur du débat parce que c'est un gros changement. Et donc, non, il faut regarder la taille des entreprises, le vécu. Exemple, quand on est dans une entreprise avec une majorité de salariés qui est désengagée, c'est vachement plus dur de faire confiance, etc. Parce que de base, le collaborateur est désengagé. Quand on est dans un milieu très engagé, très dynamique, c'est beaucoup plus simple, on peut donner plus de liberté. Pareil sur la taille de la structure, vous avez une communication qui est complètement différente à 10-15 personnes qu'à 1000 personnes. Sur le type de métier, voilà, donc il faut une écoute alors là je prêche pour ma paroisse, mais en tout cas réfléchir avec les collaborateurs aux différentes options, ne pas prendre une option pour toute l'entreprise, à part si on est 10 bien sûr, et aussi décentraliser la prise de décision. C'est-à-dire que par exemple le fait d'équiper les salles de visio, ça permet au manager, lui aussi, dans ses plannings, d'avoir des plannings avec la moitié de son équipe sur place et la moitié en dehors du bureau. S'il n'y a pas de salle de visio, c'est soit tout le monde est dans la salle, soit tout le monde est en visio. Et donc, voilà, c'est ce genre de choses qu'il faut prendre. La taille de l'entreprise compte moins que le métier, le type de métier, ce que ça implique, et le côté managérial, comment sont organisées les équipes. Comment vous prenez justement les décisions chez Manutan? Vous consultez tout le monde avant d'établir d'éventuelles règles de télétravail? Tout le monde, on est un petit peu nombreux, mais déjà c'est vrai qu'il y a vraiment une culture de la communication, et là je rejoins vraiment ce que disait Kevin, c'est il faut rester complètement en contact avec les collaborateurs. Peut-être que pendant la crise d'ailleurs ça a été très bien fait, et après ça s'est arrêté, et ça c'est vraiment dommage. Alors c'est vrai que chez Manutan il y a cette culture de la communication interne, et une des premières choses qu'on a fait pendant le confinement, c'était de continuer justement ces plénières où normalement il y avait toute l'entreprise qui était là, il y avait 300 personnes qui étaient dans la même salle tous les mois avec la direction générale qui présente les options, etc. Et là ils se sont dit il faut qu'on garde ça. Donc ils travaillaient en mode hybride pour trafiquer quelque chose. Mais l'idée qu'il fallait garder ça, que c'était extrêmement important. Donc oui, la com interne, c'est vraiment fondamental. Et on ne peut pas se couper justement des collaborateurs et des managers intermédiaires. Donc nous, c'est vrai que pour lancer toute notre étude sur justement ce qu'allait être le futur du travail chez Manutan, il y a eu en effet des enquêtes pour voir quelles étaient leurs aspirations, comment ils voyaient les choses, comment ils se projetaient. Ça paraît évident en fait que c'est la bonne manière de procéder. Le top-down, là, il a fait... Il est compliqué. Mais pour revenir un peu sur la question, est-ce que c'est la taille d'entreprise, etc., je pense qu'un des marqueurs les plus forts, c'est vraiment la culture de l'entreprise. Oui. C'est-à-dire qu'il y a des très grandes entreprises qui vont vraiment se saisir de ce sujet et le transcender et en faire un élément supplémentaire d'attractivité.
et des toutes petites entreprises qui vont être aussi très, très à l'aise avec ça parce que le patron, le CEO, la directrice, c'est son truc et donc elle va être à l'aise avec ce fonctionnement-là. Donc il y a aussi quelque chose dans la culture de la direction générale qui va un peu orienter l'entreprise. Oui, toutes les entreprises sont concernées. Et par contre, il n'y a pas du tout une solution unique. Au contraire, et en fonction de la culture de l'entreprise, de son organisation, de ses métiers, ça, je suis tout à fait d'accord, de ses populations, mais aussi tout simplement de la culture de l'entreprise, de la personnalité de l'entreprise, les solutions vont être très différentes. Et les envies très différentes. Et il y a la temporalité aussi qui joue. On est sur plus l'entreprise est grosse, plus la temporalité peut être généralement grande. Et on a par exemple un client qui est dans le secteur de la défense, donc où disons que le travail depuis chez soi sur une connexion pas sécurisée, etc., c'est compliqué. Ouais. La solution qu'il a prise, c'est de construire des tours de coworking dans Paris qui sont propres à son entreprise pour que chaque collaborateur dans Paris soit à moins de 20 minutes de transport d'une tour. Et ça, c'est des projets énormes. C'est des projets qui sont faits dans l'urgence, mais qui vont aboutir en 2024-2025. Donc on est quand même sur une entreprise qui n'a pas forcément la personnalité à la base de côté extrêmement agile, etc., parce que le monde de la défense, et qui prend quand même très vite la décision de se dire on investit sur un temps long, on pense que c'est une tendance qui va rester, et du coup on met des moyens très, très, très élevés sur le sujet. Les tiers-lieux, les espaces de coworking, ce genre de choses ont un bel avenir, Marie Vaillant, ou pas? C'est une grande question à laquelle on réfléchit pas mal de notre côté. Il y avait déjà une grande tendance coworking, mais il y a plein de facettes du coworking et en fait, c'est toute la relation au bail commercial qui est presque un autre sujet plus immobilier et le fait qu'on ne s'engage pas forcément sur un bail de longue durée, mais plus dans des solutions plus souples, contractuellement parlant. Et oui, les tiers-lieux ont un bel avenir. Après, je ne sais pas si on va plus aller travailler au café du coin une fois de temps en temps ou si on va vraiment prendre un abonnement dans un espace. Nous, on espère que le bureau est suffisamment adapté et attractif pour que les équipes s'y retrouvent. En revanche, je comprends que ça peut être une solution quand on est mal installé chez soi. Donc, j'ai du mal à bien répondre à la question de est-ce qu'il y a un grand avenir pour le coworking. Moi, je le ressens aussi comme quelque chose d'un petit peu nébuleux pour l'instant, parce que finalement, est-ce qu'il a encore... on pourrait se poser, est-ce qu'il y a encore de l'avenir? Parce que c'est soit je suis au bureau, soit je suis chez moi. Voilà. Avant, le chez-soi n'existait pas trop. Ouais, ça va être intéressant de regarder comment on investit et finalement, dans la palette, finalement, comment c'est utilisé d'une façon un peu pertinente pour l'entreprise et les collaborateurs. Puis le lieu est un outil pour d'autres choses, un outil managérial, un outil du sens. Tu dois beaucoup travailler là-dessus. Voilà, donc c'est quel levier l'outil bureau tire. Pour nous, c'est un outil RH. Voilà, oui, non, je confirme. Et c'est vrai que ce que j'ai trouvé vraiment magique, on va dire, pour une DRH, au moment où on a commencé à parler du premier retour, c'est qu'en fait, on s'est assis autour de la table et on dit mais pourquoi est-ce qu'on vient au bureau? Et cette question, quelques mois avant, on ne se serait jamais posée. Et tout le monde, je crois qu'on n'a pas fini de se la poser. Et ça, je trouve que c'est un élément qui apporte énormément au sujet et sur lequel on a bien dépassé la logique de productivité. Et notamment, il faut discuter aussi de l'apprentissage. Parce qu'il faut un peu dépasser la logique, je viens au bureau parce qu'il y a les copains, le café, etc. C'est quand même un peu autre chose. Merci beaucoup, Caroline Haquet, directrice groupe du DRH, groupe Manutan, partenaire de cette émission. Donc, Marie Vaillant, fondatrice du cabinet d'architecturier Manja, et Kevin Bourgeois, cofondateur de Supermood. On se retrouve bien évidemment le mois prochain pour un numéro de Smart at Work. Smart at Work vous a été présenté en partenariat avec Manutan.